Alors, bonjour tout le monde, on est rendu au cours 5. On s'en rappelle, on vient de voir dans la partie en direct en classe virtuelle, nous avons vu comment analyser des ossements, le squelette ainsi que le crâne. On a regardé quels sont les critères, les caractères qui sont anciens et ceux qui sont plus récents. On a étudié le prognatisme, la dentition, on a étudié aussi l'arc zygomatique, on a regardé comment le foramen magnum s'était davantage centré chez les hominidés. Donc là, il nous reste la deuxième partie, c'est-à-dire regarder qui sont les prédécesseurs d'Homo sapiens. Alors donc, vous avez l'arbre évolutif ici qui est toujours buissonnant, on s'en rappelle, et dans cet arbre-là, il y a des branches. Donc, par exemple, on a Ardipithecus ici, Kadaba, qu'on a placé ici parce qu'il a des caractères, excusez-moi, très anciens. On a Aurorine aussi qu'on a placé de l'autre côté qui possède donc un prognatisme développé, etc. Alors donc, le travail des paléoanthropologues, c'est de placer les ossements les uns par rapport aux autres. On s'en rappelle, il n'y a pas beaucoup de fossiles, donc c'est vraiment un jeu de puzzle. Alors donc, on verra pas chacun des individus de façon détaillée, on va regarder les grandes tendances. Alors, on regarde ici en vert, on a les australopithèques qui ont été classés australo parce qu'ils possèdent des caractéristiques communes. Même chose avec les homos, même chose ici avec les ardipithecus. Alors donc, on va retourner à moins 7 millions d'années, on s'en rappelle qu'on est à peu près ici, et on sait qu'on a un ancêtre commun avec les primates non humains. Alors donc, qui pourrait être un ancêtre commun? On le sait pas trop. Chose certaine, c'est qu'à partir de moins 7 millions d'années, on a ici des postulants, donc Aurorine ou Sahel chadensis, qui pourraient être des ancêtres potentiels des hominidés. Alors, rappelez-vous, on a fait nos 4 objectifs. On est toujours dans le cours 5. Notre 5e objectif, c'est de regarder les caractéristiques principales de nos prédécesseurs. Alors donc, à l'examen, je pourrais vous donner ici des faces de primates et vous pourriez me dire si le B est plus ancien que le A, etc. Alors donc, je ne demanderai pas de les reconnaître parce que vous n'avez pas touché aux ossements, mais vous êtes capable de me dire pourquoi celui-ci est plus récent que celui-ci à cause de la projection du visage, à cause notamment de la mâchoire ici qui s'est rétrécie. Alors, on regardera ça lors de la révision. Alors, 3 candidats au titre d'ancêtre commun aux primates non humains et aux primates. On le sait pas, c'est des hypothèses. Alors, on parle de Sahelanthropus, comme je viens de vous dire, on parle d'Aurorine, on parle d'Ardipithecus. Alors donc, on se rappelle que Sahelanthropus a été découvert au lac Tchad, ici au centre de l'Afrique, et les deux autres qui sont sur la faille du Grand Rift africain. Chose certaine, c'est que pour ces 3 individus-là, on a une grande arcade sourcilière très prononcée. Le prognatisme, la projection du visage est prononcée. On a davantage un museau que des narines. Alors donc, on le voit comme ça. C'est difficile de le reconstituer. Alors donc, on part d'une partie du crâne et on en arrive à créer un visage comme ça. Vous voyez que celui du centre est très différent de celui de droite. Donc, difficile à reconstituer un hominidé. Chose certaine, ici, vous voyez très bien que la colonne vertébrale rentre davantage dans le foramen magnum qui est placé en arrière du crâne. Un peu plus en avant qu'Australopithèque. Excusez-moi, oui, c'est ça. Mais c'est sûr que les hominidés modernes, le foramen va être complètement au centre, ce qui n'est pas le cas. On regarde la projection du visage, donc une projection, un prognatisme très développé. Et regardez l'arcade sourcilière ici. Vous êtes capable de faire tenir un crayon sur l'arcade sourcilière des hominidés anciens. Alors, Sahelanthropus, on a donc dû le reconstituer à partir d'un crâne fractionné. Alors, comme je vous le dis, vous avez un bourrelet ici, le bourrelet sus-orbitaire. C'est pas à l'examen. C'est la même chose qu'une arcade sourcilière très prononcée, donc c'est ancien.
Quand tu peux faire tenir un crayon ici, c'est ancien. On a également le trou occipital placé vers l'avant, donc plus vers l'avant que d'autres individus plus anciens. On continue. On a donc d'autres caractéristiques. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que Toumaï, celui qu'on surnomme Toumaï, Sahelanthropus tchadensis, sa date estimée serait moins 7 millions d'années. Alors donc, on aura comparé encore une fois ici le trou occipital. Chez le gorille, il est très en arrière. Et ici, il est davantage vers l'avant, vers le centre pour Toumaï. Tranquillement, tranquillement, ça va s'avancer. On ignore s'il est un ancêtre de l'homme ou un ancêtre commun aux grands singes actuels et aux humains. On a un gros point d'interrogation. On commence de façon plus certaine avec les australopithèques. On sait, on les connaît depuis, on les a, classifiés à partir de 74. On se rappelle qu'on avait découvert Lucie. Plusieurs espèces d'australopithèques se sont succédées ou ont coexisté. Donc, Lucie, c'est la Pharensis que vous connaissez, mais il y a Africanus, il y a Ethiophicus, il y a Bosei, il y a Robustus aussi. Toutes ces espèces-là se sont éteintes. On ne sait pas laquelle aurait donné naissance à celles qui sont plus récentes. On a émis des hypothèses, elles durent quelques années, on en refait. Chose certaine, c'est que les australopithèques ont cohabité les uns avec les autres entre moins 4 millions d'années et moins 1 million d'années. Alors, donc, on continue ici. Donc, Afarensis, Lucie, ce qui est en jaune, vous l'écrivez. Australopithèque afarensis. Alors, donc, on a 3,3 à 2,6 millions d'années. On se rappelle que le dimorphisme sexuel est important chez Australopithèque parce qu'il est ancien. Plus on avance vers l'époque moderne, moins le dimorphisme sexuel est important. Et on sait que c'est un bipède à temps partiel. Alors, donc, il dormait dans les arbres. Et ça, on l'a vu avec le knuckle walking. Donc, ses mains sont recourbées au niveau des phalanges. Donc, elle se suspendait aux arbres, mais était capable d'être bipède le jour. Alors donc, je continue ici. Vous allez lire ça dans votre livre. Ici, je rajoute des informations. Locomotion bipède, mais moins spécialisée que celle des humains modernes, évidemment. On reconnaît tous, évidemment, le squelette de Lucie à droite. Encore une fois, j'ai remis le squelette de Lucie et on a placé ici tous les hominidés, voilà, les ancêtres qui ont peuplé l'Afrique et l'Europe, l'Asie et l'Indonésie par la suite. Ça ici, c'est pas l'examen, mais c'est vraiment intéressant. Regardez, c'est les traces de pas à Laetoli. Alors, regardez, vous avez ici une image des pas presque humains qui se sont fossilisés dans une partie molle. Également, à côté de ces pas presque humains-là, on a toute une faune ici qui a marché. Ce qui fait que on est capable, avec ces traces de pas-là, on en a 3 ici. Voilà, voilà, voilà. Et on est capable, par la profondeur de chacun des pas de celui d'un être humain actuel, de celui de Laetoli, de vérifier s'il s'agit des pas de primates, de pré-humains. Alors, regardez, vous avez les pas d'homo. Alors, les homos fonctionnent ici avec une partie intérieure du pied là, qui ne touche pas le sol. Chez les primates non humains, chez Pan, donc chez les chimpanzés notamment, on a davantage un pied beaucoup plus plat. Laetoli, c'est comme un mitoyen entre ces deux, entre la gauche et la droite. Alors donc, ça vous montre à quel point on est capable d'utiliser les fossiles là, pour déterminer qui habitait et qui marchait dans ces zones-là. À partir d'Australopithèque, on voit émerger une autre lignée qu'on va classer sous le vocable Homo. Donc, on voit que ce sont des caractéristiques qui ressemblent davantage ou de plus en plus à l'être humain moderne.
Alors, Homo habilis, on a découvert en fait qu'il vivait dans des gorges, dans des abris. Ça, c'est la gorge d'Olduvai. Donc, on est toujours en Afrique, on rentre par ici et on a découvert donc des outils qui viennent de la grotte d'Olduvai. Donc, on a appelé ça les outils oldovoyens, des galets qui sont arrondis. Alors, donc, moi, je ne demande pas les outils à l'examen. Vous devez vous rappeler qu'Habilis, c'est moins 2,5 millions d'années. Ils sont bipèdes, déplacement au sol, ils grimpent encore aux arbres, mais vous avez une élévation du volume crânien, je vais le voir avec l'autre photo, et vous avez une mâchoire moins développée. Donc, la mâchoire se rétrécit. Vous avez des dents plus petites. Pourquoi vous avez des dents plus petites? Parce qu'on va utiliser des outils. Alors donc, les immenses canines sont moins importantes qu'auparavant. Alors donc, plus tu as des dents, plus tu as d'outils, moins tu as besoin d'avoir de grosses dents. Donc, la mâchoire se rétrécit et le prognatisme se rétrécit aussi. Traces d'outils sur les petits os, sur les os des petits mammifères. Alors donc, on voit très bien que Homo habilis aurait laissé des traces, il y aurait une double trace de dents sur les petits mammifères. Alors, ce que faisait habilis, c'est qu'il allait ouvrir les os après qu'ils aient été tués. Donc, les animaux étaient tués. Ce sont des charognards. Ils vont ouvrir les os et extraire la moelle des os. Alors, donc, ils vont gruger aussi sur ces os-là. Alors, donc, il y a une double trace de dents, celle des premiers animaux qui ont tué les petits mammifères, et après ça, celle des habilis qui ont grugé par-dessus. Alors, donc, on voit que c'est pas un chasseur parfait. Il est charognard, il va manger ce qui a été laissé de côté. Alors, donc, on a besoin d'outils de plus en plus. Il y a plusieurs représentants d'Homo habilis. Alors donc, vous voyez ici, ça c'est la photo au H24 là, du crâne traditionnel qui illustre Homo habilis. Alors on le regarde, une belle élévation frontale ici. On n'a pas un front trop bas comme on avait chez Australopithèque. On a une augmentation du volume crânien. Vous voyez que l'arcade sourcilière, elle est moins prononcée. Alors de côté, le volet ici, là, le bourrelet susorbitaire est moins prononcé, c'est davantage, donc le front s'élève. Alors, vous pouvez mettre votre main et vous voyez que la mâchoire est un peu plus petite. On a ici le pied d'un autre individu au H8 et on a cet autre crâne-là ici. Alors, donc, Homo habilis, plusieurs ossements. Alors donc, il est capable d'avoir un bâton qui permet de creuser le sol et de récolter des bulbes et des tubercules. Alors donc, ils vont utiliser un bâton à fouir qu'on appelle. Ils vont prendre des pierres qui permettent de briser les os le long des carcasses trouvées, d'en extraire la moelle qui guérit les blessures, qui est riche en énergie. Et on dit que c'est un charognard opportuniste, n'est pas un chasseur. Il est trop petit, il n'y a pas d'armes assez offensive, même s'il devait avoir un régime comprenant de la viande. Fait que oui, il mange de la viande, mais il va s'ouvrir à d'autres aliments aussi, probablement aussi en partie insectivore. Alors donc, fort intéressant, on voit très bien que à partir d'Homo habilis, à partir des homos, ben, on voit poindre la nouveauté. Après habilis, on sent qu'il y a une autre catégorie d'individus, Erectus, qui va davantage prendre la place en Afrique. C'est à partir d'Homo erectus qu'on va sortir de l'Afrique. Alors en jaune, Erectus, c'est moins 1,8 million d'années. C'est le premier à sortir de l'Afrique vers l'Europe. Donc, il va monter, il va quitter l'Afrique, il va monter à partir du détroit de Gibraltar, il va monter l'Espagne, mais oui, il va aussi passer vers l'Arabie et il va aller vers l'Asie. Alors donc, on l'appelle Homo erectus davantage en Europe puis en Afrique, puis on l'appelle Homo ergaster davantage en Asie. C'est des systèmes de classification. Vous devez vous rappeler que c'est le premier bipède qui est capable de marcher de longues distances sans avoir mal au bassin. C'est la plus grande caractéristique d'Erectus. Oui, son cerveau
est pas très gros, mais il va utiliser un nouvel outil, le biface qui demande d'être capable de créer dans ta tête, de façon symbolique, le type d'outil que tu veux créer. Fait que quand tu crées un biface, évidemment, un galet qui est aménagé sur deux côtés. Ben, si tu crées le premier côté, il faut que dans ta tête, tu sois capable d'imaginer le deuxième côté. Donc, Erectus, et on voit qu'il y a une pensée abstraite plus grande. Il va aussi créer des lances, donc il utilise énormément son épaule. Donc, des objets plus de nature offensive. Alors, donc, diversité des outils. Il va créer des grattoirs aussi. Et c'est le premier à maîtriser le feu. Dans le livre, on en parle un petit peu à la page 48. Est-ce que c'est un feu qu'il est capable de créer ou bien de garder? Ça dépend des régions dans le monde. Un peu plus au nord, vers la Sibérie, semble-t-il qu'il serait capable de le garder et même de le recréer. Ailleurs, on n'est pas certain. Chose certaine, c'est que le feu, ça élimine les toxines des plantes. Il manque un E ici. Ça permet une meilleure absorption des vitamines et des minéraux et des protéines. Puis là, je sais que vous manquez le bas. Ça rend la nourriture plus digestible. Alors donc, les glucides, qui sont parfois difficiles à digérer, mais quand tu les fais cuire, comme une patate, quand tu la fais cuire, elle est plus facile à digérer que quand tu la manges crue. Fait qu'il y a beaucoup d'avantages à utiliser le feu. Alors, on continue ici. Vous avez le crâne le plus populaire, là, celui qu'on utilise pour identifier Erectus. Vous voyez que oui, effectivement, le cerveau est intéressant. C'est celui qui a une grande lunette ici au niveau des yeux. Vous voyez le bourrelet susorbital. Ouais, vous allez me dire qu'il est plus important chez Habilis, mais pourtant, il est plus récent. Effectivement, mais il y a une bonne élévation crânienne. Et comme on sait qu'il est capable de créer de façon conceptuelle un outil, on sait qu'il est probablement plus avancé. On arrive à Néandertal qui, lui, va vivre davantage donc en Europe, en Espagne et en France. Il va marcher, il va aller jusqu'en Israël, jusqu'au Moyen-Orient. C'est l'industrie du mousse terrien. Je vous l'écris ici, mais je vous le demande pas à l'examen. Il est plus petit que nous. Il est trapu. Mais il est extrêmement résistant. Alors donc, il provient de l'évolution de populations européennes d'Homo erectus isolés au cours de glaciation. Erectus, donc, est resté peut-être, c'est une hypothèse, bloqué dans certaines régions et peut-être que ces petits groupes-là ont pu évoluer et comment dire, s'adapter et se modifier pour donner des descendants dont on a retrouvé les fossiles, les Néandertaliens. Il a une stature courte, trapue. Ses membres sont plus courts. Il est fort. En fait, il y a un crâne environ de 15% plus grand que le nôtre. Vous voyez ici qu'il y a un bon crâne, mais il est différent de nous. Alors, nous sommes plus allongés et notre crâne est plus plus rond, excusez-moi. Il est adapté aux conditions glaciaires de l'Europe, notamment dans le nord de l'Allemagne. L'homme de Néandertal s'est éteint sans laisser de descendance. Il n'est pas un ancêtre de l'Homo sapiens. Il y a beaucoup d'hypothèses qui expliqueraient la disparition de Néandertal. On va juste regarder ses caractéristiques avant d'en parler. Vous voyez ici, on a Néandertal qui est à droite, n'est-ce pas? Et vous avez à gauche ici le crâne d'Homo sapiens de nous. Alors, vous voyez facilement, il est facilement reconnaissable parce que Néandertal a comme l'orbite des yeux carrés. Également, il a regardé son crâne est en forme de ballon de football. On dit qu'il a un crâne allongé avec un chignon occipital. Rappelez-vous, je vous ai fait toucher votre chignon occipital, je vais le dire. Le centre de l'équilibre est situé ici.
et c'est un individu qui devait s'adapter à des montagnes, à un terrain accidenté. C'est un très bon chasseur. Il a besoin de son centre de l'équilibre. Alors donc, c'est pour ça qu'il a ici un crâne plus développé. Et quand je regarde le crâne de l'arrière, on voit qu'il est en forme ici, une espèce de losange, là, d'un trapèze un peu ouvert. Je regarde encore ici, donc crâne allongé, et on a ici une allure plus trapue que la nôtre. Alors donc, c'est marqué ici les caractères. Vous avez un chignon occipital accentué, un front fuyant vers l'arrière. Regardez ici le front, il est bas et il est derrière l'arcade sourcilière. Également, il est plus petit et plus trapu et il y a une espérance de vie plus courte que la nôtre. En fait, il va grandir vite pour pouvoir, parce qu'il a une espérance de vie plus courte, alors il va grandir vite pour pouvoir bien atteindre l'âge de la maturité. Alors, vous voyez, différence entre Néandertal et l'homme moderne, donc beaucoup plus trapu Néandertal. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que socialement, Néandertal est capable de s'occuper de l'autre. Il est capable de s'occuper des handicapés, des personnes âgées. On a même retrouvé des ossements de maladies rhumatoïdes et on voit que ces gens-là ont vécu un certain moment et ça veut dire qu'on a pris soin d'eux. Alors donc, soin des accidentés, des gens qui avaient des fractures qui ont survécu. On remarque aussi que Néandertal a des traditions régionales, ça veut dire qu'il y a des styles. Alors, dans le centre de la France, il y a un style d'art, comment dire, localisé. On a en Espagne un autre style d'art ou un style d'outils, ce qui fait que le phénomène des modes se développe à partir de Néandertal. Il est adapté à une grande variété de climats et on sait que c'est pas si facile que ça être un chasseur. On le voit avec l'émail dentaire. On voit qu'il y a des éraillures sur son émail dentaire. Il y a eu des périodes de disette alimentaire. On est encore dans des régions froides. Alors c'est pas évident survivre. Il développe le moustérien. Mais comme je vous le dis, je le demande pas à l'examen. Alors, si on habille un Néandertal, c'est ce que ça donne à droite. Fait que oui, mais oui, c'est possible. On pourrait, il pourrait passer inaperçu dans les rues de New York. C'est un représentant qui a une capacité symbolique très, très développée. C'est un artiste. On a retrouvé à Chanibert, ici, une sépulture. On a trouvé des ossements sur lesquels il y avait des pollens de fleurs, d'une dizaine de types de fleurs. Donc, il est capable d'aller fleurir ses tombes. Donc, il est capable de concevoir qu'il y a une vie dans l'au-delà. Et regardez, on a retrouvé des traces en Espagne, beaucoup en France. Il va jusqu'en Italie. Il va marcher jusque de l'autre côté, ici, en Israël. Alors donc, il a vraiment occupé beaucoup de territoire. C'est un nomade, un grand voyageur, mais qui va disparaître au profit de Sapiens, d'Homo sapiens. Donc, nous ne descendons pas de Néandertal. Nous provenons de la lignée Sapiens. Ici, je vous ai juste mis des extraits ici de ses créations. Ben oui, la première flûte, c'est lui qui va développer les premiers instruments avant. Pourquoi ils se sont éteints? On n'a pas une seule hypothèse. Il était très bien adapté à son milieu. Il a résisté à de nombreux changements climatiques. Il était capable d'avoir des outils efficaces. Probablement, regardez, pourquoi a-t-il disparu il y a moins 35 000 ans? Repoussé vers des territoires moins favorables par l'arrivée des Homo sapiens. On aurait eu donc un autre groupe d'hommes qui nous ressemblent, qui a probablement la capacité de reconnaître plus d'une centaine de visages, qui a peut-être la capacité d'établir des liens de façon plus efficace que Néandertal. Alors peut-être qu'il a été poussé par la compétition dans des territoires
plus favorable lors des épisodes de refroidissement. Alors, est-ce qu'il a été pris dans des territoires, comment dire, plus froids? Est-ce que le territoire où il a été repoussé par Sapiens était de plus en plus restreint et il y avait moins de ressources? Est-ce qu'il aurait été volontairement exterminé par les Homo sapiens? On en doute. Chose certaine, c'est que les Homo sapiens sont tellement proches de Néandertal qu'on a retrouvé des individus qui possèdent les caractéristiques génétiques des deux lignées. Alors oui, il y a eu des mixages et c'est ce que les paléontologues regardent évidemment avec les ossements. Chose certaine, c'est qu'en nous, comme il y a eu hybridation chez les êtres humains actuels non africains, on a entre 1,8% et 2,6% de nos gènes qui sont hérités de Néandertal, des Néandertaliens. Alors, par exemple, les maladies rhumatoïdes que vos grands-parents ont, elles ont été léguées par Néandertal. Donc, les gènes aussi responsables de l'adaptation au froid, on résiste au froid grâce à ces gènes-là de Néandertal. On est capable d'accumuler malheureusement du gras viscéral dans les viscères pour se protéger du froid. La polyarthrite aussi, la schizophrénie, déjà Néandertal avait des gènes associés à la schizophrénie. Alors donc, c'est des grandes hypothèses qui changent à chaque 10 ans. Alors donc, c'est difficile de trouver, d'en trouver une qui est satisfaisante. Pour le prochain cours, vous devez donc faire votre test 3. Donc, je vous ai mis vos dates ici. Et n'oubliez pas de terminer le tableau entre les différences et les similitudes des chimpanzés et des bonobos. Alors, on se revoit chez les chasseurs-cueilleurs la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!